t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Bonjour et bienvenue dans Bruxelles, je t'aime, l'émission hebdomadaire qui décortique tout ce que vous allez adorer ou détester de la politique européenne. Je suis Maya Delabaume, merci de nous avoir rejoints. Alors au programme cette semaine, c'est le moment préféré de l'année pour la présidente de la Commission européenne. Mercredi, Ursula von der Leyen a profité de plus d'une heure sous les projecteurs à Strasbourg pour prononcer son discours annuel sur l'état de l'Union. De l'accord commercial avec le président Trump aux guerres en cours en Ukraine et à Gaza, les eurodéputés ont réagi aussi bien à ce qu'elle a dit qu'à ce qu'elle a omis de dire. Nous regardons ce discours de plus près et examinons ce que cela signifie pour l'avenir de von der Leyen, mais aussi pour celui de l'Union européenne. Et vêtus de rouge, des milliers de personnes ont défilé dimanche dernier dans les rues de Bruxelles pour demander aux États membres de l'UE d'adopter une position plus ferme à l'égard d'Israël. Depuis les attaques du Hamas le 7 octobre 2023, le gouvernement de Benjamin Netanyahou n'a cessé de pilonner Gaza dans le but d'anéantir le Hamas. Mais après 2 ans de guerre, même les Israéliens en ont assez et appellent leur Premier ministre à mettre fin aux tueries, au risque sinon de mettre en danger la vie des otages israéliens retenus par le Hamas. Nous posons donc encore une fois la question, pourquoi l'UE n'est-elle qu'un payeur dans ce conflit complexe et non un acteur ? Alors voici quelques-uns des thèmes que nous allons explorer avec notre panel d'invités, tous membres de think tank influents. Alors Juliette Delacroix de l'Institut Émile van der Velde, bonjour Juliette. Bonjour. Isabelle Durand de Friends of Europe, bonjour Isabelle. Bonjour. Et Eric Maurice du European Policy Center, bonjour Eric. Bonjour Maya. Alors avant de vous donner la parole, on écoute un extrait de la présidente de la Commission européenne qui s'est exprimée pendant plus d'une heure dans l'hémicycle de Strasbourg, on l'écoute. Aujourd'hui même, nous avons assisté à une violation inconsciente et sans précédent de l'espace aérien polonais et européen. Nous devons travailler d'urgence à une nouvelle solution pour financer la réponse militaire et l'effort de guerre de l'Ukraine sur la base des avoirs russes gelés. Je pense que l'Europe devrait avoir sa propre voiture électrique. L'avenir de l'automobile et les voitures du futur doivent être fabriquées ici, en Europe. Le logement est devenu une source d'angoisse. Il s'agit plus que d'une crise du logement. Il s'agit d'une crise sociale. Nous présenterons le tout premier plan européen pour le logement abordable. Les algorithmes exploitent la vulnérabilité des enfants dans le but explicite de créer des dépendances. Ce sont les parents, et non les algorithmes, qui devraient élever nos enfants. L'Europe doit saisir cette occasion pour affirmer son indépendance. C'est un combat pour notre avenir. Alors c'est un discours phare, on le sait, et c'est un discours qui a été décrit par les médias d'une façon plutôt forte, c'est-à-dire un discours fort, des mots forts. Juliette, je me tourne vers vous. Qu'avez-vous déjà pensé de ce débat ? Est-ce que vous êtes plutôt du côté des enthousiastes ou des critiques ? Alors, ce que je retiens du débat, c'est qu'il y a quand même pas mal d'incohérences dans le discours d'Ursula von der Leyen, puisque, par exemple, elle a parlé d'autonomie énergétique, alors qu'en fait, cet été, elle a signé un accord commercial avec les États-Unis, dans lequel elle engage l'Union européenne à 750 milliards de dollars d'achat d'énergie sur le marché américain. Donc là, il y a quand même une contradiction. Ensuite, elle a évoqué la hausse des températures cet été et les incendies dramatiques, alors qu'en même temps, elle est en train de détricoter le pacte vert européen qui est peu à peu vidé de sa substance. Ce que je retiens aussi, c'est qu'il y a des grands perdants dans les priorités. Donc, d'abord la politique sociale, ensuite la PAC. On voit que les agriculteurs vont recevoir moins de financement. Oui, elle en a d'ailleurs peu parlé dans son discours. Elle en a peu parlé. Elle a évoqué, par exemple, l'accord Mercosur comme une grande victoire pour les agriculteurs, alors que concrètement, ça va les soumettre à une concurrence déloyale. Elle n'a pas du tout mentionné l'égalité des genres. C'est pas une fois dans son discours, ni même le mot femme d'ailleurs. Donc ça, c'est quand même interpellant. Après, c'est pas tellement étonnant quand on a suivi la répartition des portefeuilles aux différents commissaires, puisque maintenant, en fait, l'égalité des genres est diluée dans d'autres priorités comme la gestion des crises, les opérations humanitaires, etc. Donc on voyait déjà que c'était pas une grande priorité de la présidente de la Commission, mais je trouve que c'est quand même assez inquiétant. Alors vous semblez un peu déçue, j'ai l'impression, Isabelle, vous êtes d'accord avec ces contradictions, justement, ces incohérences dans ce discours ?
Mais il y en a, mais je voudrais peut-être revenir tout d'abord sur le discours lui-même. Et je pense que le discours lui-même, il correspond aussi à une réponse à la tourmente dans laquelle Mme von der Leyen a été pendant l'été. Parce que, bon, les accords sur les tarifs avec les États-Unis, mais pour une série de raisons, l'été et même la fin du printemps a été pour elle et pour la Commission extrêmement difficile. Elle a été terriblement critiquée. Donc je pense qu'elle a essayé dans son discours de, je dirais, rassurer un peu tout le monde, que ce soit la gauche, la droite, l'extrême droite même, parce que je trouve que sur la migration, elle a été extrêmement assertive, sur 3 fois tripler le budget pour renvoyer les migrants, etc. Donc elle a donné des gages à cela. Elle a essayé de donner un peu des gages aux écologistes sur le pacte vert, mais c'est vrai qu'après tout ce qui s'est passé, on a un peu du mal à croire que réellement on va le sauver. Elle a voulu donner des gages, bien sûr, au PPE et aux différents groupes et aux groupes politiques pour essayer d'avoir un soutien large. Donc je pense que c'est un discours à la fois intéressant, mais en même temps, on va devoir regarder point par point ce que réellement chacune des annonces, parce qu'il y a des annonces intéressantes, ce que chacune des annonces signifie vraiment. Et vous avez raison de parler, par exemple, d'agriculture. Il n'y a pas eu grand-chose. Et la veille, la Commission signe l'accord Union européenne-Mercosur, qui est en effet très, très mis à mal par les agriculteurs, enfin, qui pourrait mettre à mal les agriculteurs européens. Et donc, c'est un peu paradoxal d'être à la fois dans l'annonce de quelque chose et en même temps d'avoir, je dirais, des politiques antérieures ou même des... Mais alors c'est un discours qui semble un peu, de ce que vous décrivez, un peu défensif, c'est-à-dire donner des gages, c'est pas forcément convaincre, Eric. Alors moi j'ai trouvé qu'il y avait 2 dimensions, 2 parties très différentes dans son discours. La première partie où elle a des accents très lyriques, où elle a des paroles très fortes, et elle se met dans une position de leadership pour réaffirmer son leadership européen. Sur l'Ukraine, par exemple. C'est la partie justement, voilà, Ukraine, d'une certaine manière Gaza, mais voilà, toute la partie géopolitique. Oui, et elle commence en disant « Le monde d'aujourd'hui ne pardonne à personne ». Voilà. Oui. C'était une phrase... C'est fort, quoi. Et donc c'est le positionnement d'Ursula von der Leyen, un peu au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Je suis la dirigeante de l'Europe et voilà ma vision géopolitique. Et l'Europe défendra chaque centimètre de son territoire, mais le problème, c'est que ce n'est pas sa responsabilité, ce ne sont pas ses compétences. Elle ne peut rien faire sur la défense du territoire. Elle peut aider l'industrie de défense européenne, mais ce n'est pas elle qui déploiera les soldats ou qui donnera l'ordre d'aller défendre le territoire de l'Union européenne. Donc elle a des grands mots pour se mettre au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Elle dit il faut l'unité, sous-entendu derrière moi, l'unité de la majorité, l'unité des institutions. Et il y a une deuxième partie du discours, et là je suis d'accord avec Madame Durand, où elle donne des gages à toutes les composantes du groupe central au Parlement européen, qui est censé le soutenir, le centre-droit, le centre-gauche, les libéraux, les Verts. Et c'est là qu'on voit le manque de cohérence. C'est une liste de mesures, mais sans cohérence entre elles et sans détail sur ce qu'elle fera derrière. Donc on a vu les 2 facettes finalement d'Ursula von der Leyen. Il fallait qu'elle donne des mesures. La présidente de la Commission européenne qui doit dévoiler un agenda législatif qui fasse plaisir d'une certaine manière aux différentes composantes du Parlement européen. Et de l'autre côté, les Ursula von der Leyen, leader de l'Europe, ou en tout cas autoproclamée leader de l'Europe, qui regarde le monde et qui aimerait jouer un rôle sur ce... Mais quand elle regarde le monde, je trouve qu'elle a parlé évidemment de Ukraine et de Gaza, mais elle n'a rien dit sur le reste du monde. Elle n'a rien dit sur... parce que ce sont les sujets qui l'intéressent. L'Ukraine, Gaza, elle était attendue, donc elle devait dire quelque chose, mais c'est essentiellement l'Ukraine, la défense qui sont ces grands sujets, même sur le transatlantique, parce qu'elle a été mise en difficulté. Vous avez parlé d'annonces intéressantes, justement, peut-être Juliette, les annonces intéressantes, vous les avez vues où, vous ? Alors, je me semblais plus critique. Non, j'ai trouvé que par exemple sa proposition pour le logement, c'est intéressant et je pense que c'est important aussi parce que c'est une thématique qui touche des millions d'Européens, donc ça permet aussi de donner le sentiment aux citoyens européens que l'Union européenne n'est pas totalement déconnectée de leur réalité. Donc ça, je pense que c'est une proposition intéressante. Maintenant, il faudra voir comment c'est déroulé en pratique. Il faut des investissements, par exemple, dans des logements publics et abordables, parce qu'elle parle de logements abordables. Mais qu'est-ce que ça veut dire, finalement, un logement abordable ? Est-ce que ça comprend aussi des logements sociaux ? Il faut aussi, quand même, d'urgence s'attaquer à la problématique du sans-abrisme en Europe, qui touche plus de 1 million de personnes. Oui. Donc pour ça, il faut une stratégie claire, avec des investissements conséquents, et peut-être le déploiement d'un modèle du style Housing First. Donc ça, je pense que c'est un élément positif. Alors il y a aussi l'annonce de la potentielle suspension partielle de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Ça
voilà, on l'attendait. Alors depuis longtemps. on en parlera dans le prochain épisode justement, mais peut-être Isabelle, vous, ces annonces intéressantes, vous les voyez où? Sur l'Ukraine par exemple? En tout cas, sur l'Ukraine, elle met en avant certains éléments sur la défense, etc. Elle reparle un peu des avoirs gelés russes. Qui serviront de prêt pour la reconstruction de l'Ukraine. Alors là aussi, il y a débat parce qu'à la fois, pour le moment, on utilise déjà les intérêts du capital, on n'utilise pas le capital. Je pense que c'est un sujet qu'on devrait creuser parce que c'est controversé. C'est pas si évident qu'on ne peut pas, absolument pas utiliser les avoirs en tant que tels et pouvoir les utiliser en tant que tels, évidemment, apporterait non seulement une sérieuse manne financière, mais donnerait aussi un signal extrêmement fort à Poutine et à la Russie. Donc ça, je trouve, c'est un sujet où elle dit déjà d'emblée, on ne touchera pas aux avoirs. Elle ferme la porte et je trouve que c'est problématique parce qu'il faut au moins la laisser ouverte jusqu'à aller au bout de la question. On ne peut pas évidemment violer le droit international, mais on peut aussi écouter ceux qui nous disent, y compris les plus grands juristes, que ce n'est pas nécessairement exclu. Parce que ça touche non seulement à l'argent de la défense, mais aussi aux garanties de sécurité qui devront être données, au financement de la reconstruction, Éric, etc. justement, sur le volet commercial, elle a été très décriée pour l'accord qu'on a en ce moment entre l'UE et les États-Unis avec Trump. Justement, est-ce que vous avez l'impression que dans ce discours, elle s'est bien défendue à ce niveau? Alors sur cette question-là, mais aussi sur la question des avoirs, il y a une contrainte qu'on n'a pas encore évoquée, ce sont les États membres. Donc elle donne des gages aux partis politiques. Et sur Gaza. Elle donne des gages aux partis politiques sur l'agenda législatif, mais sur les avoirs, sur les sanctions, sur la politique commerciale. Elle fait ce que les États membres lui demandent de faire. C'est le rôle, d'ailleurs, de la présidente de la Commission européenne. Sur le commerce, c'est elle qui négocie au nom des 27, mais il y a un mandat des États membres qui lui demandait d'être conciliant avec Trump. Sur les avoirs, il y a des États importants, l'Allemagne, la France notamment, qui pensent que juridiquement c'est risqué, donc elle ne va pas s'engager trop en avant là-dessus. Sur ces questions-là, elle fait preuve dans les mots d'un leadership, mais son volontarisme est limité par ce que peuvent dire les États membres. Elle l'avait démontré dans la précédente période, dans la première année de la Commission. Ça a été ça. Il y a eu des annonces intéressantes dans l'État de l'Union l'année passée. Mais voilà, on a reculé sur pas mal de choses parce que les États membres n'ont pas suivi. C'est la limite de l'exercice État de l'Union. Elle fait des effets d'annonce, mais c'est rarement suivi ou trop peu souvent suivi. Et non, je rejoins votre point. C'est-à-dire que, par exemple, le ministre des Affaires étrangères belge, Maxime Prévost, a déclaré qu'il était contre la confiscation des avoirs russes gelés en Belgique, principalement. Après, en effet, il y a une division très forte chez les États membres et ça fait que c'est difficile d'arriver à un consensus, ça c'est indéniable. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que la Commission garde quand même le monopole de l'initiative législative. Et donc, elle a ce rôle essentiel d'incarner une cohérence sur les grands dossiers européens. Et là, force est de constater que depuis le début de son mandat, elle ne fait en fait que revenir sur des textes de loi existants. Donc elle détricote ses propres avancées. Et donc sur le Green Deal, elle le vide un peu de sa substance. Dont elle en a très peu parlé, justement. C'est ça. La directive devoir de vigilance aussi, avec tout le paquet de directives Omnibus, elle revient sur des acquis. Donc au-delà des divisions entre les États membres, je pense que la présidente de la Commission peine à incarner un vrai leadership européen et une position long terme sur les grands enjeux. Alors, depuis Bruxelles, les observateurs de l'Union européenne ont suivi attentivement ce discours puisqu'il fixe les grandes orientations politiques des prochains mois. Nous avons parlé à Rebecca Christie, chercheuse senior au think tank Bruegel. On lui a demandé comment elle jugeait la santé politique d'Ursula von der Leyen à la veille de son grand discours. On l'écoute. She is really in a tough spot right now because the Commission is under a lot of criticism. Elle se trouve actuellement dans une situation très difficile, car la Commission est vivement critiquée pour son manque d'ambition et son manque d'engagement à prendre les devants dans cette période critique. Dans le même temps, elle est critiquée pour son manque de démocratie, son refus d'écouter les électeurs et son manque de responsabilité envers les États membres, qui exercent un contrôle important sur l'agenda. Les États membres, qui constituent selon moi son électorat le plus important, ne l'ont pas beaucoup encouragée à faire preuve d'audace, à prendre les devants et à agir avec fermeté. Si l'on prend l'exemple des dirigeants allemands et français en particulier, ceux-ci sont confrontés à des problèmes nationaux très importants. Elle ne bénéficie donc pas d'une dynamique suffisante pour agir avec le soutien des États membres. Cela dit, si elle ne fait pas un pas en avant, elle sera encore plus critiquée pour son immobilisme et son incapacité à agir. Le discours sur l'état de l'Union était alors l'occasion pour elle de se mettre en avant devant les législateurs
et de donner au Parlement européen la possibilité de se faire entendre et d'exprimer sa frustration. The European Parliament a chance to feel heard, to voice their frustration. Alors Éric, justement, je me tourne vers vous. Cette frustration dont on parle vis-à-vis de von der Leyen, cette même détestation, parce qu'on l'a vu au Parlement européen, les eurodéputés ont été extrêmement critiques même après son discours. Justement, on arrive à un stade où est-ce que où est le point de non-retour pour von der Leyen, c'est-à-dire maintenant je pense qu'il y a une question les choses, institutionnelle derrière. C'est que la présidente de la Commission est élue par le Parlement européen après ce processus dit du Spitzenkandidat, c'est-à-dire le candidat du parti qui arrive premier aux élections européennes, ça deviendra président de la Commission avec le soutien d'une majorité, d'une coalition au Parlement européen. Mais c'est une fiction, ça ne fonctionne pas comme ça. Elle reste la présidente d'une institution qui est là, qui a le monopole législatif, mais qui n'est pas un gouvernement européen. Il n'y a pas de coalition au Parlement européen avec un programme préétabli sur lequel ils seraient d'accord. C'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de se chamailler, parce qu'ils ne sont d'accord sur quasiment aucun sujet. Et, comme le disait très bien la personne interviewée, ses principaux mandataires, ceux envers qui elle est principalement responsable, ce sont les États membres. Donc il y a cette ambiguïté entre ce positionnement d'une chef d'un gouvernement qui représenterait une majorité au Parlement et la réalité institutionnelle qui est, après, Éric, elle dépend des États membres. On confie beaucoup à la Commission européenne aujourd'hui. Oui, mais de la part des États membres, pas de la part du Parlement européen. Le Parlement européen, il va prendre position, adopter les textes législatifs de la même manière que les États membres au sein du Conseil de l'Union européenne, mais les grandes orientations et la responsabilité à la fois politique et institutionnelle d'Ursula von der Leyen, elle est principalement auprès du Conseil européen, des dirigeants européens, beaucoup plus qu'auprès du Parlement européen. Donc il y a un décalage qui fait que elle se met en avant, elle devient la cible, alors qu'elle n'a pas les moyens d'assumer la politique européenne, puisqu'elle n'est pas la seule décisionnaire. Isabelle, justement, ce discours, il intervient un an après le rapport Mario Draghi, qu'on connaît bien, pour booster la compétitivité de l'Europe. Justement, elle n'a pas tellement mentionné le mot compétitivité. Non, et je trouve que non seulement il y a eu le fameux rapport de M. Draghi sur la compétitivité, mais aussi celui de M. Letta sur le marché intérieur. Et ces deux rapports qui ont déjà plus d'un an n'ont donné lieu jusqu'à présent à peu près rien en termes d'initiatives concrètes qui sont indispensables, à la fois sur les questions d'innovation, sur le marché intérieur, la simplification, etc., et de l'autre côté, sur la compétitivité. Et ça, je trouve quand même qu'on parle d'autonomie nouvelle, de stratégie, d'autonomie énergétique, et on voit bien d'ailleurs qu'il n'en est pas vraiment question, puisque l'accord avec les États-Unis montre un peu le contraire. Mais je trouve que là, on est dans quelque chose qui touche très directement, ou qui peut toucher très directement les entreprises européennes, les citoyens européens. Elle a parlé un peu d'emploi, même si ses compétences sont extrêmement limitées à cet égard. Et donc, je trouve que là, il y a urgence à ce que très, très vite... Alors, elle a annoncé sur le rapport l'État 3 choses, 3 chantiers. On va voir. Elle met ça pour 2028, je pense. Il est urgent que la Commission vienne avec du matériel concret sur ces 2 rapports, sur la compétitivité, mais la compétitivité qui fait gagner l'Europe et qui fait gagner une Europe aussi qui soit sociale, une Europe qui réponde à toutes les interrogations qu'on a au travers de tous les États membres, vu l'inflation, vu le coût de la vie, vu les inquiétudes multiples de tous les citoyens européens. Et ça, on a très peu de réponses Oui, là-dessus. donc elle s'est finalement trop penchée sur les gros sujets de l'actualité internationale qui sont l'Ukraine, Gaza, et peut-être pas justement sur les citoyens, les problèmes économiques, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est ce que vous, Juliette, vous disiez justement. Oui, je voudrais peut-être revenir sur ce qui a été évoqué tout à l'heure. En effet, la Commission a une responsabilité envers les États membres, mais elle a aussi une responsabilité, évidemment, envers les citoyens européens. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure sur l'accord commercial avec les États-Unis. Je pense qu'il y avait un vrai problème de méthode et de transparence. C'est-à-dire que Ursula von der Leyen n'a pas consulté le Conseil de l'Union européenne en amont. Elle n'a pas consulté la Commission commerce international du Parlement européen pour conclure un accord quand même qui a un impact majeur sur la vie des citoyens européens. Et d'ailleurs, les sondages montrent que 75% des Européens disent qu'elle a mal défendu leurs intérêts. Et une majorité d'entre eux disent aussi avoir ressenti de l'humiliation en prenant conscience de ce rapport. Donc je pense qu'il y a un problème au niveau de la méthode et aussi au niveau des comptes qu'elle a à rendre aux citoyens européens. Mais à cet égard, je trouve sur cet accord UE-US,
le fait qu'elle nous dise c'est le meilleur accord possible par rapport à tous les autres, je trouve que c'est un argument extrêmement défensif. Enfin, je veux dire, on est dans une posture qui est bon, ben voilà. Les autres ont eu pire, on a eu moins mauvais. On ne pouvait pas mieux faire. On pouvait pas mieux faire. Je ne dis pas que c'était facile, mais je pense vraiment que l'attitude qu'elle a eue à ce moment-là, et y compris évidemment l'image, comment est-ce qu'on peut se laisser piéger dans cette image, dans ce resort écossais où elle doit faire comme ça avec son pouce. Enfin, je veux dire, bon, bien sûr, c'est le style Trump et on a tous affaire à un personnage quand même qui nous désarçonne. Mais en effet, l'image était désastreuse et le résultat est aussi, je pense, extrêmement difficile pour l'Union européenne. Les engagements qui ont été pris sur la question de l'énergie, sur les investissements qu'on va faire là-bas, entre nous soit dit, je me demande bien comment on va les contrôler, parce que c'est quand même pas si simple de contrôler les investissements européens comme ça, on déclare ça. Donc je trouve que là, on est dans une posture qui est vraiment pas adéquate au moment où se trouve l'Union européenne dans le momentum où elle doit affirmer avec force, s'affirmer, elle s'affirme pas assez et Mme von der Leyen ne l'incarne pas. Qu'est-ce qu'on lui donnerait comme conseil à von der Leyen, Eric, justement maintenant pour les prochains mois? C'est d'une part de rééquilibrer ses priorités, à la fois dans le discours, mais aussi dans les mesures. Je suis d'accord sur le pacte vert, qui est aujourd'hui un élément de la politique économique, voire de la sécurité économique. Sur le rapport Draghi et le rapport Letta, elle s'est axée quasi exclusivement sur la question de la dérégulation, de la simplification. Elle qui veut avoir du leadership sur des grandes questions internationales, elle manque de leadership sur les questions de l'avenir de l'Union européenne, les questions internes de l'avenir de l'Union européenne, et ça ne va pas changer. On ne voit aucun changement dans le discours qu'elle a prononcé. Je voudrais ajouter que par rapport aux citoyens européens, elle a aussi évoqué la démocratie, très bien, mais je pense que derrière ça, il n'y a pas grand-chose, et quand on sait combien elle hésite dans ses alliances, l'attitude et les gages à donner à des partis d'extrême droite ou en tout cas de droite radicale, je pense que là, il y a aussi un hiatus entre cette volonté de défendre les libertés. Manque de leadership, trop de gages à donner peut-être à tous ces amis, ennemis politiques. C'est sur ce point que nous pouvons clore cette conversation. Merci beaucoup à tous les invités ici présents. Restez avec nous. Après une courte pause, nous nous demanderons si l'Europe n'est pas trop passive quand il s'agit d'aider à mettre un terme à la guerre à Gaza. À tout de suite. Heureuse de vous retrouver sur le plateau de Bruxelles Je t'aime avec nos 3 invités ici présents. Eh bien, cette semaine, entre autres sujets, c'est le rôle de l'UE dans la guerre actuelle à Gaza qui a attiré notre attention. Von der Leyen, dans son discours de l'État de l'Union, a fait quelques propositions pour sanctionner Israël contre ce que l'ONU a qualifié de famine dans la bande de Gaza. Elle a annoncé vouloir suspendre tous les paiements sans que cela n'affecte la coopération avec la société civile israélienne. Elle a également annoncé vouloir proposer la suspension partielle de l'accord d'association sur le commerce entre l'UE et Israël. Des mesures qui seront certainement vivement débattues au sein du Parlement européen, mais les divisions sur la pression qu'il faut mettre sur Israël ont déjà été exposées à la vue de tous lors d'un débat houleux à Strasbourg entre eurodéputés en présence de la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas. Elle a été mise sur le grill et on écoute sa réponse. Quand je dis que je suis frustrée, c'est parce que je suis frustré que nous ne puissions pas faire plus. Et c'est ce à quoi je travaille sans relâche. Si vous pensez que je ne compatis pas avec les gens, que je ne ressens pas leur souffrance, vous vous trompez. Vous pouvez me pointer du doigt, mais je vous assure que je fais de mon mieux pour améliorer la situation sur le terrain. Cependant, nous ne pouvons pas agir en tant qu'union tant que les États membres ne partagent pas le même point de vue sur la marche à suivre. On la sent assez frustrée, Kaja Kallas, dans ce discours, justement. Juliette, la pression, elle est maximum sur l'Union européenne et pourtant, on le sait, il n'y a aucune unanimité sur la question de sanctionner Israël. Donc, quand von der Leyen dit « on cesse les paiements », ça veut dire quoi ? La mesure qu'elle a annoncée hier, en fait, n'affectera pas du tout beaucoup de paiements vers Israël. En fait, ce qu'il faudrait, c'est une suspension totale de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Malheureusement, en effet,
atteindre l'unanimité, c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'elle propose une suspension partielle. Mais il faut beaucoup plus de mesures, notamment l'interdiction de l'importation des produits issus des colonies israéliennes, un embargo européen sur les armes, et il y a d'autres choses Ce que la Belgique a annoncé il n'y a pas très longtemps. Tout à fait, mais aussi d'autres pays comme l'Espagne, l'Irlande, la Slovénie, etc. Là, je pense qu'il faut saluer le courage de Pedro Sánchez, qui est vraiment tête de file sur ces questions au niveau européen. Maintenant, il y a des choses que Kaja Kallas pourrait faire immédiatement, comme par exemple activer la loi de blocage pour protéger la Cour pénale internationale, qui est sous le feu des sanctions américaines. Donc il y a les juges qui ont émis les mandats d'arrêt contre Netanyahou et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, en fait sont sanctionnés aujourd'hui, donc ils sont entravés vraiment dans leur vie professionnelle et personnelle. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle n'a pas encore activé cette loi de blocage pour laquelle elle n'a pas besoin de l'unanimité. Isabelle, dans les médias, on a surtout retenu la sanction au ministre extrémistes, puisque c'est ce que Van der Leyen a dit. On pense évidemment aux 2 ministres d'extrême droite que sont Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, mais beaucoup de pays l'ont déjà fait, notamment la Suède, notamment d'autres pays du Nord, la Hollande aussi. Et encore une fois, ça veut dire encore trouver une unanimité qui n'existe pas, si je ne me trompe pas. Non, alors en effet, et donc c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure sur d'autres sujets, elle annonce des choses, mais elle n'est pas du tout sûre, et elle sait à quel point l'Union européenne et les États membres sont divisés sur le sujet. Oui, mais elle sait quand même, elle connaît les institutions. Oui, mais je pense que et ce n'est pas rien qu'elle-même, qui a été quand même extrêmement passive sur le sujet depuis 2 ans, qu'elle-même annonce ses dispositions, même si elle n'a pas la garantie des États membres. C'est un pas, comme d'ailleurs on a salué le pas que l'Allemagne avait franchi sur la question des armes il y a quelques mois, parce que voilà, l'Allemagne est toujours, pour des raisons historiques... L'Allemagne a fait une suspension pour l'instant, pour justement faire un embargo des armes. Voilà, mais c'est pas sûr que ça continuera. Mais c'était un pas qu'on n'avait pas connu du point de vue de l'Allemagne. Donc, et elle-même a annoncé quelque chose de fort. Son problème, évidemment, et le discours de Mme Kallas le montre, c'est que je ne suis pas du tout sûre qu'elle va être suivie. Alors, ce que j'analyse, c'est qu'au fond, la mobilisation citoyenne, partout en Europe, les manifestations étaient extrêmement nombreuses. Je pense que ça paye et ça pousse la Commission à bouger. Elle bouge en tout cas dans ses annonces. Est-ce que ça pousse suffisamment les États membres à suivre? Et donc, je pense qu'il faut aujourd'hui qu'entre les États membres les plus convaincus, vous avez cité Sanchez, et même jusqu'à un certain point la Belgique et d'autres, la Slovénie, je pense qu'il y a un vrai travail entre ces États membres et pour ces ministres des Affaires étrangères d'aller faire du lobbying auprès de leurs collègues pour faire bouger les lignes. Mais Éric, justement, est-ce qu'elle a été finalement courageuse ou complètement irréaliste? Alors, peut-être que je suis un peu cynique, mais je pense qu'elle a fait le strict minimum, parce que d'un point de vue personnel, elle est probablement plus proche des États qui ne veulent pas de sanctions contre Israël. Oui. On rappelle que l'Allemagne a une politique et puis elle, très proche de depuis Israël. Le début, depuis les attaques terroristes du Hamas, elle a quand même anticipé une certaine position assez douce ou tolérante envers les actions d'Israël. Mais elle était très attendue au Parlement européen, et y compris aussi par l'opinion publique. Moi, ce que j'ai remarqué surtout dans son discours, c'est qu'à aucun moment, elle ne dit qui est responsable des événements. Elle dit ce qui se passe à Gaza, la famille. Oui, et elle parle très peu d'Israël. Et elle parle des ministres, elle parle simplement des ministres extrémistes. Est-ce que ça inclut le Premier ministre? On ne saura pas. Et donc effectivement, moi je pense elle est aussi sous pression au sein de la Commission européenne, les fonctionnaires européens qui s'organisent pour défendre Gaza, certaines commissaires, notamment la commissaire espagnole Ribera. Donc elle se devait de dire quelque chose. C'est symbolique, mais effectivement, ça ne l'engage pas, puisque la décision doit être prise par les États membres sur... même sur l'aide humanitaire, pardon. Il y a quelque chose de très concret qu'elle pourrait faire. Oui. On en parle peu, mais l'aide humanitaire en ce moment est bloquée, comme on le sait, intentionnellement et de manière systématique par l'armée israélienne. Donc on a cette aide qui se trouve aux portes de Gaza, mais qui ne peut pas entrer. Et il faut quand même rappeler que le citoyen européen, via ses impôts, finance des projets d'aide humanitaire via la DG ECHO, donc qui est le bailleur de fonds au niveau européen. Et que l'Europe est le plus grand donneur Exactement. Financier à l'humanitaire. Tout à fait. Donc en fait, on doit avoir recours à du largage d'aide humanitaire par avion, ce qui est beaucoup plus coûteux, beaucoup moins efficace et évidemment beaucoup plus dangereux pour la population civile. En fait, qu'attend Ursula von der Leyen pour aller sur place exercer une vraie pression contre le gouvernement de Netanyahou, qui organise une famine à Gaza
et un génocide. Alors là, vous avez vu qu'il y a eu une réaction d'Israël justement sur son discours, qui l'a condamné, qui a dit que c'était justement inacceptable. Donc en fait, quelle est la solution là-dedans? Mais je pense que, je trouve qu'à très court terme, l'aide humanitaire et le déblocage, l'attitude de l'Union européenne offensive, y compris peut-être par sa présence sur place à Rafah, là où les camions sont arrêtés, y compris d'ailleurs la commissaire à l'aide humanitaire, elle a aussi quelques petits leviers qu'elle pourrait justement, utiliser. Une meilleure action humanitaire, une meilleure politique d'action humanitaire par l'Union européenne à Gaza. C'est sur cette note que nous pouvons conclure cette discussion. Merci beaucoup à nos 3 invités et merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Euronews. Merci. Heureuse de vous retrouver sur le plateau de Bruxelles Je t'aime avec nos 3 invités, Juliette Delacroix de l'Institut Émile van der Velde, Isabelle Durand de Friends of Europe et Eric Morris du European Policy Center. C'était difficile cette semaine d'ignorer l'actualité en France après la démission de François Bayrou, après 9 mois passés à Matignon, qui vient justement renforcer une crise politique sans précédent depuis la décision du président Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale. Macron a désigné Sébastien Lecornu, l'ancien ministre des Armées, pour succéder à Bayrou, mais la contestation a pris de l'ampleur. Partout en France, des journées de mobilisation ont été organisées dans le cadre du mouvement Bloquons tout, lancé sur les réseaux sociaux contre le plan d'austérité qui a précipité la perte du gouvernement Bayrou. Alors c'est une crise interne, mais c'est aussi un coup porté à l'influence de la France en Europe. Isabelle, je me tourne vers vous. On a entendu Marine Le Pen dire de cette nomination, de celle de Lecornu, que c'était la dernière cartouche du macronisme. On a entendu, et on le voit d'ailleurs sur cet écran, les tweets, les posts ex de Jean-Luc Mélenchon, qui appelait à une démission de Macron. Donc la contestation, elle va un peu dans tous les sens, de LFI, socialistes. Est-ce que c'est déjà perdu d'avance? C'est mal engagé, ça c'est sûr. Et c'est 5e Premier ministre en 2 ans. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Et je ne sais pas très bien avec quoi il peut venir pour essayer de rassembler les Français et de redonner des couleurs, si je peux dire, à la politique française. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va revenir avec peut-être un jour férié en moins, des ajustements, coupé en 2, des ajustements à la marge? Est-ce qu'il va annoncer un tout autre programme? Je n'en sais rien, parce qu'évidemment, la configuration politique est détestable, les groupes ne se parlent plus, la polarisation est terrible. Je trouve que c'est terriblement inquiétant, parce qu'évidemment, c'est pour partie du pain béni pour l'extrême droite, ça c'est certain, et c'est aussi extrêmement préjudiciable à un pays qui est, d'abord aux Français évidemment, mais au-delà, je trouve que le poids de la France dans l'Union européenne est mis en grand danger. Or c'était quand même un acteur pivot dans ces moments difficiles de l'Union européenne, quand il a fallu au moment du Covid, quand on voit maintenant la reconnaissance de la Palestine, quand on voit les sujets sur lesquels la France peut peser fort, elle est quand même extrêmement, potentiellement très puissante. L'Allemagne d'ailleurs est aussi un peu en difficulté. C'est embêtant et je crains qu'on n'arrive pas à résoudre Juliette le problème. Lecornu, c'est quand même pas le plus connu, mais il a 39 ans, il a déjà une grande longévité puisqu'il est là depuis 2017. Il est issu de la droite. Il ne semble pas avoir fait de vagues, mais sa coalition, on le sait, c'est compliqué puisqu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Les socialistes ne veulent pas faire partie du gouvernement, donc on est là dans cette configuration compliquée. Qu'est-ce qu'il peut faire, lui, qu'il n'a justement pas été fait, et on l'a déjà un peu mentionné. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais je pense que déjà c'est un choix étonnant parce qu'en effet c'est dans la continuité de ce que Macron avait proposé auparavant. Donc on peut présumer qu'à cause identique, effet identique. Maintenant, je pense que s'il veut avoir une chance de former un gouvernement et de ne pas être censuré, il doit proposer des vraies avancées sociales aux socialistes. Donc, par exemple, il faudrait peut-être évaluer la taxe Zuckman et vraiment en discuter, parce que François Bayrou l'a un peu balayé d'un revers de la main, et c'est ça aussi qui crée une exaspération et une frustration de la part des partis politiques, c'est qu'il y a une espèce de mépris dans le camp présidentiel. Donc, je pense qu'il aura en tout cas un travail assez difficile. Oui, c'est ce qui explique les contestations d'aujourd'hui, ce ras-le-bol. Ouais. Un ras-le-bol d'ailleurs qui est on le connaît en France, le ras-le-bol, puisque c'est très français. Mais ici, à Bruxelles, on sent qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont surpris aussi par le niveau d'instabilité politique en France. Et justement, l'image que ça véhicule en Europe pour vous, Eric, justement, comment est-ce que ça va affecter aussi le rôle, qui est quand même important, on le sait, on ne va pas le rappeler, de la France ici
Quelque chose qui est important de rappeler, c'est qu'au niveau européen, il y a d'une part les gouvernements qui sont représentés au Conseil des ministres européens, quelle que soit la couleur du gouvernement, et il y a le président qui est au Conseil européen. Donc le Premier ministre n'est pas présent ici. Il n'est jamais présent. Oui. Et tant qu'il y a le même président au Conseil européen, la ligne ne change pas. Oui. Cela dit, on voit bien qu'avec la situation interne, la pression sur le président et le poids politique, l'influence politique du président se réduit. Quelle est la capacité de la France aujourd'hui à avoir une influence si derrière elle n'a pas les moyens de sa politique ou de ses mesures sur la politique industrielle, sur la politique de défense. Tout ça, aujourd'hui, la tendance ne suit pas d'une certaine manière, c'est-à-dire les réformes, le poids économique, le bon ordre des finances ne suivent pas, et c'est ça qui peut jouer contre la France et contre Emmanuel Macron au Conseil européen. Et ça veut dire aussi que les instructions sont confuses. Les instructions sont confuses et on ne voit pas surtout quelle est la direction que prend le pays. Et puis le niveau de la dette, la question des marchés. Alors la zone euro est un peu plus solide qu'il y a 10-15 ans, mais on ne sait pas quelles pourraient être les conséquences sur Isabelle, vous êtes d'accord justement avec... Mais c'est-à-dire, je pense qu'on a d'ailleurs évoqué à un moment donné, et avant même l'arrivée, enfin M. Bayrou qui se fait censurer, on avait évoqué que le Fonds monétaire international pourrait avoir un avis sur les finances et la dette et le déficit excessif. On a évoqué à un moment donné, on a dit est-ce que la France est en train de prendre le scénario grec? Bon, c'est pas comparable évidemment. C'est excessif absolument, mais parce que vous disiez ici à Bruxelles on est inquiet, ça fait partie du discours et de ce qu'on dit à propos de la France, même si ça n'est pas juste, et ça la fragilise dans son poids, et ça fragilise M. Macron dans les initiatives qu'il veut prendre à l'échelon européen, ce que je ne le lui conteste pas. Et en plus, on ne doit pas oublier qu'au-delà de tout ce que vous expliquez, et vous avez parfaitement raison, il y a un phénomène d'image. Je veux dire, l'image de la France aujourd'hui, au regard des autres pays européens, est effectivement extrêmement abîmée, incomprise, incompréhensible d'ailleurs, qu'on n'ait pas pu régler ou trouver la voie de sortie qui soit suffisamment sociale, mais en même temps qui attaque les problèmes de déficit et de dette. Et donc là-dessus, je trouve que oui, ça fragilise la France, ça fragilise l'Union européenne en tant que telle. Il y a aussi un autre problème plus largement, c'est que l'Union européenne, on a beaucoup parlé des États membres, ne peut rien faire sans un accord minimal dans des grands États membres. La France et l'Allemagne. Donc on voit la situation en France, on voit qu'en Allemagne, Friedrich Merz est déjà affaibli et donc dans une moins bonne position pour trouver des compromis donc l'axe sur le franco-allemand. Va être très compliqué. On a essayé d'élargir au triangle de Weimar avec la Pologne. Le Premier ministre Donald Tusk est affaibli vis-à-vis du président qui a été élu cette année. Donc ce franco-allemand élargi à la Pologne ne fonctionne pas. Donc aussi en termes de leadership politique, il y a un problème au niveau européen. Moi je retiens que l'image de la France est abîmée en ce moment justement dans cette situation, et c'est sur cette note que s'achève l'émission Bruxelles, je t'aime. Merci à nos 3 invités et à tous ceux qui nous regardent de chez eux. Si vous voulez continuer la conversation sur le sujet de votre choix, n'hésitez pas à nous écrire à bruxellesjet'aime@euronews.com ou à nous contacter via les réseaux sociaux. À la semaine prochaine.